Alors, est-ce qu'on peut améliorer la qualité de l'éducation en faisant plus de la même chose? Mais il se trouve que toutes les premières expériences aléatoires ont essayé ça. D'abord parce que c'était très intuitif, et en plus parce que c'était relativement facile à mettre en œuvre à l'époque où nous étions en train d'essayer de comprendre comment ça marchait, comment est-ce qu'on pouvait vraiment travailler avec les ONG, etc. Donc on a une série d'expériences, les premières expériences du domaine, qui se sont concentrées là-dessus. Et toutes ces expériences ont été négatives. En particulier, de manière très surprenante à l'époque, distribution de manuels scolaires dans les écoles du Kenya, où il y a vraiment très peu de manuels scolaires, distribution de manuels scolaires dans les écoles du Kenya, première expérience aléatoire, il y a une dizaine d'années, de Michael Kremer, aucun effet. Et vraiment, au début, quand on a vu ce résultat, on s'est dit, c'est pas le programme qui ne marche pas, c'est l'expérience qui n'a pas été bien faite. Recommençons. Donc d'abord, l'échantillon était plus petit, on a pris un échantillon plus grand. Ensuite, on utilisait les tests officiels. On s'est dit, mais ces tests ne sont pas bons, on va faire nos propres tests. On a travaillé avec des équipes éducatives pour développer des tests plus sensibles. Aucun effet, vraiment aucun effet. Il n'y a pas d'effet de la distribution de livres pour l'enfant en moyenne. On va reparler il y a un effet quelque part qui est important. Donc ça, c'était un petit peu un choc. Deuxième, dans le même style, installation de posters pédagogiques dans les classes. Aucun effet à nouveau. Amélioration du ratio élèves-professeurs, taille des classes, qui est une politique très populaire, même dans les pays riches, c'est de réduire la taille des classes. Ça a été essayé dans un nombre de contextes, en Inde rurale, par Michael Kremer et Abhijit Banerjee, en Inde urbaine, par une équipe dont je faisais partie, et au Kenya. Aucun effet. On peut réduire la taille des classes même de 80 à 40. Si on ne change rien d'autre, ça n'a pas d'effet sur la performance scolaire. C'est un petit peu choquant, un petit peu déprimant peut-être, mais n'étant pas des pessimistes, nous avons continué nos efforts et nous sommes demandés comment peut-on expliquer ces résultats négatifs. Et un indice, c'est ces manuels scolaires. Ce qu'on se rend compte quand on étudie plus en détail les données sur les manuels scolaires, c'est qu'il y a des effets positifs à des manuels scolaires, mais pour les enfants qui étaient déjà très forts avant la distribution des manuels scolaires. C'est-à-dire, on fait un test avant de distribuer les manuels scolaires, puis après on compare dans les écoles traitement par rapport aux écoles contrôle les progrès des enfants. Si on prend les enfants en moyenne, on ne voit pas de différence entre le groupe test et le groupe contrôle. Mais si on se concentre sur les enfants qui étaient déjà dans les 10% les meilleurs, pour eux, les manuels scolaires font une différence. Donc ça nous met la puce à l'oreille, parce qu'on se dit, les manuels scolaires n'aident pas l'enfant moyen, mais ils aident les enfants qui sont déjà les plus performants au début. Or, quand on va dans une classe au Kenya, on s'en rend compte immédiatement, non seulement les classes sont grandes, mais elles sont extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire, à cause justement du succès, c'est un peu la rançon du succès de la politique éducative où beaucoup de gens sont arrivés à l'école, ce qui est formidable. Mais du coup, les classes il y a des enfants dont les parents sont eux-mêmes éduqués, et puis il y a tout un tas d'enfants qui sont eux-mêmes la première génération qui va à l'école. Au Kenya en particulier, l'anglais est la troisième langue des enfants, puisque la première langue est leur langue locale, la deuxième langue est le swahili et la troisième langue est l'anglais. Mais la langue de l'instruction, à partir du CE2, est l'anglais. Donc les manuels scolaires qui ont été distribués dans les écoles étaient en anglais. On se rend compte très rapidement, en essayant d'avoir une conversation avec un enfant, même de quatrième, que la plupart des enfants ne comprennent pas l'anglais. Donc ce n'est pas étonnant que ces manuels scolaires n'ont pas eu un effet. De manière plus générale, cela a de quoi nous inquiéter sur les programmes. C'est-à-dire les programmes scolaires, et c'est le cas au Kenya, mais c'est le cas dans bien d'autres pays, en particulier bien d'autres ex-colonies, les programmes scolaires sont anciens et sont souvent hérités de programmes coloniaux où l'école servait à former une élite locale, les futurs fonctionnaires de la puissance coloniale.
Donc, c'était le but de l'éducation dans les années 30, 40, 50, avant l'indépendance de ces pays. Ça l'était encore dans une certaine mesure, même après l'indépendance, quand l'éducation était encore réservée à une élite. Cette fois, ce n'était plus les fonctionnaires de la puissance coloniale, c'était les fonctionnaires des nouvelles républiques indépendantes. Mais maintenant que l'éducation s'est généralisée, le public a complètement changé, et les programmes sont restés ce qu'ils étaient. Mais les programmes sont restés ce qu'ils étaient, et l'instruction et la sélection et les attentes des enseignants sont restées ce qu'elles étaient. Donc, pour vous donner un exemple, la manière dont un enseignant, par exemple, quand je rends visite à une école, en général, l'enseignant, ce jour-là, veut m'impressionner, et la manière de m'impressionner, c'est de remplir le tableau noir d'équations extrêmement compliquées pour montrer à quel point l'enseignant maîtrise des matériaux difficiles. Pendant ce temps, les enfants regardent à droite, à gauche, derrière, ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Donc, ce n'est pas une faute de l'enseignant, c'est une faute des attentes. Les attentes sont complètement décalées par rapport aux besoins. Deuxième chose qui peut potentiellement être liée, les enseignants manquent de motivation. Un signe très clair, c'est que l'absentéisme des professeurs est généralisé. C'est la première colonne ici, absentéisme des professeurs dans différents pays. Vous voyez 16% au Bangladesh, 14% en Équateur, 25% en Inde, 19% en Indonésie, 11% au Pérou, 27% en Ouganda. Les enseignants sont absents très souvent. Même quand ils sont présents, ils n'enseignent pas forcément. Par exemple, quand on fait des visites, donc ces nombres viennent de visites qu'on fait, de visites non annoncées aux écoles pendant les heures d'ouverture. Donc non seulement on peut regarder qui est ici, mais on peut aussi regarder ce que font les enseignants qui sont présents. La deuxième chose que vous observez, c'est que un certain nombre d'enseignants qui sont présents n'enseignent pas. Donc, par exemple, en Inde, donc on a déjà un quart d'enseignants qui sont absents, et la moitié des enseignants présents n'enseignent pas. Donc un autre quart qui n'enseigne pas. Donc 50% des enseignants qui devraient enseigner à un moment donné enseignent. Les résultats sont exactement les mêmes pour d'autres pays. Donc l'absentéisme est un vrai problème. Alors je voudrais vous présenter une première étude qui essaye d'attaquer en même temps le problème du soutien scolaire, le problème des programmes, en particulier de l'adaptation des programmes aux enfants, aux nouveaux apprenants, et la motivation. Alors, c'est une étude qui a été réalisée dans 2 villes de l'Inde en même temps, à Baroda et à Bombay, par une équipe dont je faisais partie, avec plusieurs collègues, dont Abhijit Banerjee, collègue indien du MIT. Alors, c'est un programme de soutien scolaire organisé par Pratham, la même organisation dont j'ai parlé plus avant, qui s'occupe du rapport ASSER. Et le programme est le suivant. 2 heures par jour, une jeune femme qui s'appelle la Balsaki. Balsaki, ça veut dire l'ami des enfants. Donc, 2 heures par jour, une jeune femme travaille avec les enfants qui sont arrivés en classe 3 ou 4, donc correspondant au niveau CE2, CM1, sans avoir maîtrisé les bases du niveau CP. Pratham est venu nous voir pour demander si nous pouvions travailler avec eux pour une évaluation du programme. Ils nous ont dit qu'ils avaient pour l'instant aucun programme à Baroda. Baroda, c'est une ville moyenne du Gujarat. Et ils avaient évidemment ils avaient déjà des programmes à Bombay, mais pas partout. En particulier, pas dans un quartier qui s'appelle le quartier L. Donc, ils nous ont dit, voilà, nous avons assez d'argent pour mettre un Balsaki par école. Est-ce que vous pouvez nous aider à évaluer le programme? Donc, ce que nous avons proposé, c'est de faire la chose suivante, de répartir les groupes, répartir toutes les écoles de la ville, par exemple, disons Baroda, et le schéma est le même à Bombay. On répartit la ville en 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Dans le groupe A, le Balsaki va aller en classe 3, c'est-à-dire CE2. Et dans le groupe B,
il va aller en classe 4, CM1. Donc on a un programme partout, on a un programme dans chaque école. Donc on a utilisé toutes les ressources dont Pratham disposait. Mais maintenant, on peut comparer les enfants de CE2 du groupe A à ceux du groupe B et les enfants de CM1 du groupe A à ceux du groupe B. D'accord ? Donc les enfants de CE2 dans les classes dans les écoles où le programme est en CM1 servent de comparaison pour les enfants de CE2 dans les écoles où le programme est en CE2. C'est un exemple de schéma aléatoire où tout le monde reçoit quelque chose, mais à des niveaux différents. Évidemment, ça ne marcherait pas si les écoles étaient capables de réallouer les ressources, mais en Inde, un peu comme en France, les ressources sont assez fixées à chaque classe, donc on peut quasiment considérer ces tranches comme indépendantes. Alors, on va regarder les résultats. Alors d'abord, je vous montre une illustration graphique des résultats pour la soustraction. Donc le nombre d'enfants qui sont capables de faire des soustractions au début de l'année, c'est parmi les enfants les plus faibles, le tiers. Donc 20% savent faire une soustraction, c'est une soustraction à un chiffre. Et à la fin, dans le groupe, parmi ceux qui ont bénéficié du Balzaki, 60%. Pour ceux qui n'ont pas eu de Balzaki, on part au même niveau. Ça, c'est parce que la sélection a été faite de manière aléatoire, donc tout est bien comparable. Mais on arrive à 50%, donc une différence de 10%. Il y a 10% de plus d'enfants qui savent faire une soustraction. Et ces résultats sont répétés pour les soustractions, les additions, les multiplications, la lecture, etc. Donc après, la question qu'on se pose, c'est comment exprimer ces résultats de manière un peu systématique. Ici, je voudrais faire un aparté technique, je m'excuse, mais ça va nous servir pour la suite, qui est comment standardiser, comment présenter les résultats scolaires. Alors, dans toute la première partie de ce cours, nous avons voulu comparer différentes interventions qui nous permettaient d'envoyer les enfants à l'école. Donc, envoyer les enfants à l'école, c'est simple, ils sont à l'école ou ils ne sont pas, c'est comparable. Pour les notes au test, on a le problème que chaque test est différent. Par exemple, en France, on note entre 0 et 20. En Amérique, ils notent A, B, C, D. Dans d'autres pays, ça pourrait être différent, etc. Donc, comment comment mettre tout ça sur une échelle ? La manière dont on le fait, c'est qu'on standardise, tout simplement, on standardise les notes. Donc, on prend le test, le résultat de l'enfant I, on soustrait la moyenne pour le groupe de contrôle dans le baseline et on divise par l'écart type. Cela nous donne une mesure qui s'exprime entre 0 et 1, ça nous donne une mesure qui peut être entre moins quelque chose et plus quelque chose, mais en moyenne c'est 0 et l'écart type est 1. Donc toutes les interventions peuvent maintenant être comparées. Elles sont exprimées en termes d'écart type. Elles sont maintenant comparables, c'est un avantage. Par ailleurs, si la distribution des tests et la distribution des scores est normale, cela nous permet de penser à cela en termes de position dans la distribution. Par exemple, un effet de 1 écart type, c'est comme si on prenait un enfant qui était au 25e pourcent et on le faisait passer pour être l'enfant médian. Ou partir de l'enfant le plus faible au 10e décile. Donc, juste pour vous donner, donc maintenant, tous les résultats qui suivent, je vais les exprimer en termes d'écart type. Pour vous donner une idée, 10% c'est considéré comme 10% d'un écart type, c'est considéré comme un effet positif, mais pas très important. 20% c'est déjà un effet important, et 30% comme un effet très important. D'accord ? Donc on peut juste garder ça en tête, et vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit si ça ne vous intéresse pas plus que ça. Alors ici, souvenez-vous juste, 30%, beaucoup. Donc ici, notre programme Balzaki, en moyenne, a eu un effet de 30% d'un écart type. Si on se concentre sur les enfants les plus faibles, 60% d'un écart type. Donc c'est une intervention qui a un effet vraiment phénoménal, qui a rarement été vu pour d'autres interventions. Ce qui est important également, c'est que les effets sont concentrés sur les enfants les plus faibles, et en particulier sur les enfants les plus faibles qui sont de fait allés aux cours de soutien. Et ce n'est pas évident, puisque les cours de soutien sont pendant les heures d'école.
Donc si vous avez 60 enfants dans une classe, les cours de soutien en prennent 20, et les 20 les plus faibles, pour les emmener avec le Balsaki. Donc il reste 40 dans la classe, et ils auraient pu, on pense, bénéficier de ces classes plus faibles et plus homogènes. Ça montre, c'est un exemple de plus, de juste réduire la taille des classes n'a pas d'effet. Il faut réduire la pédagogie. Donc ça, c'était dans l'Inde urbaine. Ensuite, nous avons évalué un nouveau programme de Pratham pour l'Inde rurale, qui était concentré sur la lecture. Et ici, il est plus facile de lire les examens, de lire les résultats, puisqu'on peut se concentrer sur ce que les enfants savent lire. Est-ce que les enfants savent lire des lettres, des paragraphes ou une histoire? Donc ici, on se concentre sur ceux qui ne savaient pas lire rien du tout au début. Ceux qui sont allés, donc au début de l'année, ils ne savaient rien lire du tout. À la fin de l'année, ceux qui sont allés dans les cours de Read India, l'Inde lit, Read India c'est l'Inde lit, 100% d'entre eux savaient lire les lettres. Donc on est passé de 0 à 100% pour ceux qui sont allés aux classes. Évidemment, 0 à 100%, c'est en partie parce que les enfants sont devenus plus âgés et ils ont aussi appris des choses à l'école. Mais pour les enfants du groupe de contrôle, 0 à 40%. Donc à nouveau, alors là, c'est vraiment un programme qui se concentre seulement sur la lecture, fait de bons progrès. Par contre, les enfants qui sont partis de rien, à la fin de l'année, ils ont appris les lettres, mais ils ne savent pas encore lire un paragraphe et ils ne savent pas encore lire une histoire. Alors, je n'ai pas mis les graphes, mais pour les enfants qui savaient lire des paragraphes, 100% d'entre eux, pour les enfants qui savaient lire des lettres, mais pas un paragraphe, 100% d'entre eux arrivent au paragraphe. Et pour les enfants qui savaient lire un paragraphe, mais pas une histoire, 100% d'entre eux arrivent aux histoires. Donc, ça les fait augmenter de un niveau à chaque fois. Alors, comment interpréter ces résultats? Il y a deux choses qui se produisent. Il y a deux choses qui se produisent dans ce programme, comme le programme de Balsaki ou le programme de Read India. On fait deux choses en même temps. D'une part, on recrute un volontaire, une jeune femme, en général. Parfois, ce sont des jeunes hommes, surtout dans les régions rurales, mais c'est quand même souvent des jeunes femmes, qui ont beaucoup d'énergie, qui ont beaucoup de motivation, qui veulent absolument que les enfants réussissent. Et on leur donne, donc d'une part, on a un nouveau groupe de gens très motivés pour travailler avec les enfants. D'autre part, on change leur mission. C'est-à-dire l'enseignant, son travail, c'est de faire le programme, même si les enfants ne suivent pas ce qu'il fait. Tandis que le Balsaki, son travail, c'est d'apprendre à lire aux enfants qui ne savent pas lire. Donc on a changé deux choses en même temps. On a changé la motivation et on a changé la définition et la pédagogie. Donc, c'est pas forcément... On sait que c'est utile de faire ce programme, c'est une chose, mais c'est pas, de point de vue de connaissance, on n'en a pas appris assez pour recommander une politique, puisque, par exemple, si c'était vraiment la pédagogie qui était importante, on pourrait enseigner aux enseignants cette technique. On pourrait expliquer aux enseignants que leur travail, qu'il faut qu'ils prennent les enfants qui ne savent pas lire et qu'ils se concentrent sur la lecture. Donc, ce serait bien de pouvoir séparer les deux. Alors, pour séparer les deux, d'une part, pour voir si ces résultats étaient réplicables, duplicables dans d'autres contextes, et pour séparer les deux, nous sommes allés donc au Kenya pour mettre une expérience en place qui nous permettait de regarder les deux bien séparément. Alors, c'est le programme qu'on appelle le programme de l'instituteur supplémentaire, puisqu'il implique de mettre un instituteur supplémentaire. Donc, comme je l'ai dit, avec l'éducation primaire gratuite, les classes au Kenya sont maintenant très grandes. On a 80 enfants par classe en classe de CP, des classes vraiment énormes. Alors, la raison pour laquelle on a ces très grandes classes, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus à l'école, mais le gouvernement n'a pas le budget pour recruter des enseignants. Donc, en fait, on a à la fois beaucoup d'enseignants au chômage et beaucoup de grandes classes. En même temps, les écoles, traditionnellement, ce que faisaient les écoles, quand elles avaient des classes trop grandes, c'est qu'elles faisaient cotiser les parents pour recruter un enseignant localement. Mais aujourd'hui, elles ne peuvent plus le faire parce qu'elles n'ont plus le droit de demander aux parents des cotisations. Donc elles ont l'expérience de faire ça, mais elles n'ont aujourd'hui plus les moyens de le faire. À moins que quelqu'un les finance. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés avec une ONG du Kenya voir la Banque mondiale, et nous les avons persuadés de donner de l'argent à cette ONG pour recruter, pour les donner aux écoles, au conseil d'école, conseil parents-professeurs, pour recruter de nouveaux enseignants.
parmi ces enseignants qui sont qualifiés, mais au chômage. Et l'idée, c'était que ce nouvel enseignant devait travailler en classe de CP, donc pour faire passer la classe de 80 en moyenne à 40 en moyenne. Donc ces écoles ont recruté des écoles des enseignants qui étaient parfaitement qualifiés, mais jeunes, expérimentés, et qui n'avaient qu'un contrat d'1 an, renouvelable, si les écoles étaient contentes d'elles. Nous avions un budget pour 2 ans pour chaque école. Donc ça, c'est le programme de base. Alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est simplement donc choisir... nous avons réussi à avoir un budget pour 140 écoles. Donc, les a choisi au hasard parmi 240 écoles. On aurait pu en rester là. Mais ce que nous avons fait, en collaboration avec les écoles, c'est essayer de comprendre comment utiliser au mieux cette nouvelle ressource. Donc, ça nous donne le schéma suivant pour l'expérience. Donc, on a d'abord 2 groupes. On a le groupe qui ne reçoit pas d'enseignants supplémentaires et le groupe qui reçoit un enseignant supplémentaire. À l'intérieur du groupe qui reçoit un enseignant supplémentaire, on séparait les écoles en 2 groupes. Un groupe où nous avons fait où les écoles ont fait des groupes de niveau, et un groupe où les écoles n'ont pas fait de groupe de niveau. Donc vous avez une classe de 80 et vous la séparez en 2. Il y a plusieurs manières de le faire, mais on peut se concentrer sur 2. Soit vous envoyez les enfants au hasard dans les 2 groupes, donc vous formez 2 groupes hétérogènes de qualité semblable. Soit vous prenez les résultats du premier trimestre, puisque le programme a commencé au deuxième trimestre. Vous prenez les enfants dans l'ordre de leur note au premier semestre et vous mettez les enfants les moins préparés dans la même classe et les enfants les mieux préparés dans la même classe. Donc ça, c'est le groupe de niveau, pas de groupe de niveau. C'est première division. Ça nous permet de dire quelque chose sur la pédagogie, c'est-à-dire de dire quelque chose sur est-ce que le problème auquel les écoles font face, c'est qu'elles ont une population qui est trop diverse pour que les enseignants puissent vraiment faire effectivement leur travail. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est cette question de la motivation. Est-ce qu'on peut comparer les performances de l'enseignant jeune et expérimenté, mais très motivé, puisqu'il a un contrat que d'1 an et qui veut faire ses preuves pour peut-être potentiellement être régularisé par la suite, versus l'enseignant régulier. Et donc la manière dont cela a été fait, c'est que dans les écoles, une fois que les classes ont été constituées, les enseignants ont choisi à la courte paille quel groupe ils prenaient. Donc soit ils ont pris Donc on a à nouveau 2 groupes à l'intérieur de chaque école, à la fois les écoles avec groupe de niveau et les écoles sans groupe de niveau. On choisit, l'enseignant choisit au hasard son groupe. Donc les enfants, en fonction de l'école en laquelle ils sont soit dans des groupes de niveau, soit pas dans des groupes de niveau. Et à l'intérieur de l'école, ils sont soit avec le nouvel enseignant, soit pas avec le nouvel enseignant. Et tout ça a été choisi au hasard, donc ça nous donne des groupes parfaitement comparables. Donc en faisant les choses de cette manière, on apprend plus que quelle est les tailles des classes, quel est l'impact de réduire la taille des classes de cette manière. Alors quels sont les résultats? Alors donc on peut se concentrer, par exemple, si on veut savoir l'impact des groupes de niveau, on peut comparer tous ces enfants à tous ces enfants. Si on veut savoir l'impact du nouvel enseignant par rapport à l'ancien enseignant, on peut comparer tous ces enfants à tous ces enfants, ces enfants à ces enfants, etc. Et après, on peut même comparer à l'intérieur des cases pour savoir si, par exemple, l'effet des groupes de niveau est plus important pour l'ancien enseignant que le nouvel. Alors, les résultats. Donc, si on fixe le type d'instituteur, ancien ou nouveau, et la taille des classes, donc ils sont toutes à peu près 40, les résultats augmentent de 14% d'un écart type, donc un effet moyen, mais quand même réel, en passant au groupe de niveau. Donc les groupes de niveau, qui ne coûtent rien du tout, puisqu'il s'agit juste de réorganiser les enfants, augmentent l'écart type en moyenne de 14%. Ce qui est important, c'est que c'est un effet qu'on observe à la fois pour les enfants les plus forts et pour les enfants les plus faibles. Parce que l'inquiétude souvent dans les groupes de niveau, c'est que ça va être très bien pour les enfants les plus forts, mais pas du tout bien pour les enfants les plus faibles, qui vont se retrouver entre eux et qui vont donc pas bénéficier des connaissances de leurs voisins. Alors, il est tout à fait possible que ces résultats ne se généralisent pas à un pays comme la France. Mais ici, où l'hétérogénéité semble être un problème, l'effet est aussi important
pour les élèves initialement les plus faibles ou pour les élèves initialement les plus forts. C'est donc bien une question de pédagogie, on parle d'homogénéité de la classe, et en fait on peut le voir en regardant ce que les enseignants font dans la classe. Et en particulier avec des observations de la pédagogie, donc on se met dans la classe, on regarde ce que fait l'enseignant, et aussi en regardant où les enfants ont fait des progrès. Et on voit que pour les enfants faibles, le groupe de niveau les a vraiment aidés à maîtriser les compétences de base. Pendant que pour les enfants forts, les groupes de niveau les ont aidés à maîtriser des connaissances plus développées. Deuxième chose, les nouveaux instituteurs, qui sont jeunes et motivés, mais qui ont moins d'expérience. Donc là, on fixe maintenant la taille de la classe et l'organisation. Et les résultats des élèves des nouveaux instituteurs sont 18% d'un écart type supérieur aux élèves des instituteurs habituels. Donc ça, en termes de coût-bénéfice, c'est excellent parce que les nouveaux instituteurs sont payés à peu près un quart des anciens instituteurs. Mais évidemment, c'est trompeur comme conclusion, parce que la raison pour laquelle les nouveaux instituteurs sont très motivés, c'est parce qu'ils espèrent être à nouveau régularisés. Donc, si on supprimait la régularisation, on supprimerait la motivation. Donc, il ne faut pas conclure de là qu'il faudrait remplacer tous les instituteurs titularisés par des instituteurs sous contrat. Ce que ça nous apprend, je pense que ce qu'on peut... Donc, il faut faire attention à ça, je ne tiens pas à cette généralisation. Ce qu'on peut dire, c'est que ça montre que la motivation marche. Donc, ça montre qu'il est important de trouver des moyens de motiver les enseignants existants. Et alors, comment, maintenant qu'on sait qu'il est important de motiver les enseignants existants, comment pouvons-nous le faire? Alors, un programme qui est assez populaire aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou dans les pays en développement, c'est d'offrir des primes aux enseignants en fonction des résultats des élèves. C'est le programme, juste pour dire que c'est pas, pour donner un exemple, que c'est une politique qui est suivie de manière très sérieuse aux États-Unis. Le programme No Child Left Behind, qui est la réforme de l'éducation de George Bush, n'offre pas des primes, mais des primes négatives, c'est-à-dire les enseignants sont vraiment punis quand les élèves réussissent mal. Donc c'est quelque chose qui est une politique, je vois avec le bruit dans la salle que ce n'est pas une politique qui est très populaire dans cette salle, mais c'est une politique qui est très populaire dans le monde, donc il est important de voir où elle mène. Alors, les résultats sont en fait tout à fait mixtes, même plutôt négatifs que mixtes, sur l'impact de ces politiques. Alors, ce qu'on voit, donc il y a deux études, une au Kenya, une en Inde, avec des résultats assez similaires, qui montrent que ce qu'elles évaluent comme type de programme, ce sont des programmes qui donnent aux enseignants une prime si les enfants arrivent, si les enfants sont les meilleurs en comparant à un autre groupe d'écoles. Donc c'est une espèce de compétition entre les écoles d'un district et les meilleures écoles. Les enseignants obtiennent une prime assez importante. Alors une première étude au Kenya a montré que dans le court terme, de fait c'est favorable, les enfants réussissent mieux aux examens. Mais ces progrès ne sont pas durables. Dès que le programme est supprimé, l'année prochaine, tous ces gains ont disparu. Alors pour comprendre, pour interpréter ce fait, il faut que je vous dise que les autres programmes dont je vous ai montré les impacts, les programmes sont persistants. C'est-à-dire une fois que les enfants ont appris quelque chose, ils le gardent et ça leur sert les années suivantes. C'est-à-dire, par exemple, les groupes de niveau, le programme avait lieu pour les classes de CP et CE1, et puis après le CE2, ils vont dans leur classe normale. Mais à la fin du CE2, quand on les teste, ils sont toujours en avance par rapport aux d'autres enfants de CE2 qui n'ont pas été dans les groupes de niveau. Donc, une mesure efficace, on peut le dire, est efficace par la suite quand elle s'arrête parce qu'elle a renforcé les bases des enfants. Et là, pour les primes scolaires, les primes aux enseignants, ce n'était pas le cas. Et
quand on regarde en détail, on se rend compte que les enseignants ont utilisé toute une série de petites manipulations qui permettaient d'augmenter les résultats. Donc, par exemple, en apprenant aux enfants qu'il faut toujours répondre aux questions, parce que les enfants étaient pénalisés pour les questions blanches, donc il faut toujours répondre. En faisant ils ont organisé des sessions d'entraînement à l'examen juste avant, etc., etc. Alors, une autre étude en Inde avec des résultats assez similaires, bien qu'elle soit interprétée un peu plus positivement, de manière un peu plus positive dans ce cas, et beaucoup d'études aux États-Unis qui montrent que ces manipulations sont fréquentes. Ça va de nourrir mieux les enfants le jour des examens, à empêcher les enfants de prendre les tests, ou même quelque chose qui est très répandu, de dire que les enfants sont special education, ça veut dire qu'ils ont des besoins spécifiques, donc pour dire ils peuvent pas, ils sont trop faibles, ils peuvent même pas passer les examens. Ça a des conséquences réelles pour les enfants, parce que du coup les enfants doivent changer de classe et aller dans une special education class, donc ça peut être extrêmement pernicieux. Il y a même des exemples de tricherie. Donc tout ça veut dire que les primes basées sur la performance des enseignants, les résultats sont plus que mixtes. Alors une autre chose qu'on peut faire dans les pays en développement, où on a vu que l'absentéisme était tellement important, c'est de commencer par la base et de dire aux enseignants, enfin de rendre manifeste aux enseignants que leur travail c'est de venir à l'école d'abord. Donc c'est pas du tout un problème que nous avons chez nous, donc c'est pas une marge d'action, mais c'est clairement une marge d'action potentielle en Inde. Donc nous avons essayé ça dans un état du Rajasthan. Ce sont des écoles d'une ONG. C'est des écoles avec des classes uniques, donc très difficiles à superviser. Il n'y a pas de directeur d'école qui peut vérifier si l'enseignant est bien là. Dans une région, le district d'Udaipur au Rajasthan, qui est quasi désertique. Donc tout est loin. Donc c'est très difficile pour l'ONG de rendre visite aux enseignants régulièrement. Le résultat, c'est avant l'intervention, le taux d'absentéisme des instituteurs s'est élevé à 40%. Donc, quand on voit 40% d'absentéisme des instituteurs et 40% des enfants quand les classes sont de fait ouvertes, c'est-à-dire que les enfants ont droit à peu près un tiers du temps d'éducation. Donc on voit qu'il y a de la marge pour améliorer les choses. Alors, avec l'ONG, nous avons réfléchi comment pouvons-nous rendre les enseignants responsables pour venir à l'école, sachant qu'on ne peut pas aller leur rendre visite fréquemment. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont donné des appareils photo et leur ont demandé de prendre ce type de photos. Donc ça, c'est une petite école, ça vous donne une idée aussi de l'environnement, une petite école sous un auvent. Et voilà les enfants et l'enseignant ici. Et ici, c'est la date et l'heure. Donc on est le 8, il est presque 2 heures de l'après-midi. Donc les enseignants devaient prendre une photo d'eux-mêmes et des enfants le matin et l'après-midi, et ensuite recevaient un salaire qui était une fonction compliquée du jour de présence, c'est-à-dire ils avaient un salaire minimum qui était garanti de toute façon, mais ensuite, pour chaque jour où ils venaient plus, à partir d'une certaine base, ils recevaient un paiement plus important. Alors en fait, je vais commencer par vous montrer le résultat sur les taux d'absence des élèves, des enseignants. Donc la ligne bleu clair, c'est la ligne où ce programme a été d'abord testé sur 60 écoles parmi les 120 de cette ONG. Vous voyez la ligne bleu clair, ça c'est la base. Et le premier mois du programme, on passe à 20% de plus. Et après, en moyenne, 20% de plus. Et ça continue comme ça. Donc, on réduit l'absentéisme de 40% à 20%. C'est quand même important. Nous étions un peu inquiets de la réaction des enseignants initialement, mais en fait, les enseignants étaient très contents. Parce que ils avaient l'impression que du coup, leur destinée était entre leurs mains, et qu'ils pouvaient gagner plus s'ils venaient plus, et que...
En particulier, il pouvait refuser parce que l'enseignant est souvent la seule personne qui sait lire, une des seules personnes qui sait lire et écrire dans un village. Donc l'enseignant est utilisé par tout le village pour faire tout un tas de missions pour le village. Et a du mal à refuser. Maintenant, il pouvait dire que... et les gens comprenaient qu'il fallait qu'il aille à l'école, c'était son métier après tout. Alors, est-ce que cette présence supplémentaire s'est traduite par des résultats plus élevés pour les enfants? Évidemment, c'est la question qui est importante, parce que si les enseignants viennent plus, donc eux, ça leur prend plus de temps. Si les enfants n'apprennent plus, ça ne vaut pas forcément le coup. Alors ici, je vous montre une table qui ressemble plus à une table traditionnelle d'une étude de ce type, où on met les résultats en termes d'écart type, par exemple pour les maths, 15% d'un écart type, et derrière on met, entre parenthèses, l'écart type du résultat qui nous donne une idée de sa précision. Donc, si vous divisez ce nombre-là par celui-là et qu'il est supérieur à 2, ça veut dire que les résultats sont significativement positifs. C'est-à-dire si on trouve un résultat positif, il n'est pas dû au hasard. Et donc, vous voyez à nouveau des résultats assez sensibles, assez importants. 15% d'un écart type pour les maths, 16% pour le langage. Ça, c'est dans le premier test, mid-test. Et 21% pour les maths, 16% pour le langage, pour le deuxième test. Alors, ce programme n'était pas destiné à être étendu au-delà du contexte dans lequel il a été testé. Il était destiné à montrer... Il était utile pour l'ONG qui, de fait, l'utilise toujours, mais il serait quasiment impossible de l'étendre à tout un système éducatif. En particulier, quand il y a des tests qui ont été essayés quand ce type de programme a été essayé dans des écoles primaires régulières, il y a assez rapidement, le programme n'est plus vraiment adopté. Donc, ce qu'on apprend de ce type de programme, c'est pas il faut mettre des caméras dans les écoles, mais il faut trouver un moyen de motiver les enseignants. Une des manières de motiver les enseignants, à mon avis, c'est de changer les programmes. Parce que, on l'a vu dans le programme des enseignants supplémentaires, dans les classes à groupe de niveau, les enseignants viennent plus. Ils viennent plus parce que leur travail est plus faisable. Donc changer la pédagogie, changer les programmes est une manière de motiver les enseignants. Et ce qu'on voit en particulier avec cette table-là, c'est que si les enseignants viennent plus, ça a un effet direct sur les performances des élèves. Alors au-delà de cela, comment réformer, comment avoir un système éducatif qui donne de la motivation aux enseignants? Je crois que c'est important de comprendre que le programme dont je viens de parler, je ne pense pas que ce soit un programme qui puisse être appliqué en termes de politique. Ça nous apprend que la motivation, c'est important. Alors la question suivante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau d'un système éducatif pour motiver les enseignants? Alors, une réponse qui est presque devenue une nouvelle sagesse conventionnelle, c'est l'idée de redonner le contrôle aux parents, ou de donner plus de contrôle aux parents, donc ce qu'on appelle la responsabilisation des bénéficiaires, ou de redonner du pouvoir aux parents. Donc l'idée, c'est que c'est les parents qui sont près de l'école, donc c'est les parents qui peuvent voir ce qui se passe à l'école, et ils ont un intérêt direct à faire en sorte que l'école marche bien. Donc les parents seront capables d'améliorer, de superviser les enseignants, de faire qu'ils viennent plus, etc. Donc c'est un programme qui est devenu, depuis en particulier un rapport de la Banque mondiale en 2004, c'est devenu presque une recommandation. On voit partout des programmes de ce type. Alors qu'est-ce qu'on sait sur le type de programme, si ça peut marcher ou pas? Alors un exemple où ça a été adopté largement, c'est les institutions Shiksha Sarva Abhiyan en Inde,
Donc l'Inde a décidé d'augmenter les ressources destinées à l'éducation. Et l'a fait dans le cadre de ce programme. Ça s'appelle donc l'éducation pour les enfants. C'est la traduction, plus ou moins approximative. Alors dans le programme SSA, il y a d'abord des ressources supplémentaires, mais il y a aussi l'obligation pour toutes les écoles de constituer des conseils d'école, qu'on appelle donc des conseils d'éducation de village, disons, où les parents peuvent avoir un peu un contrôle sur l'école, leur mot à dire sur les finances de l'école, et aussi la possibilité de recruter des enseignants supplémentaires même type de programme dont nous discutions au sujet du Kenya. Alors, donc ces programmes sont en particulier partout, mais ne sont pas encore tout à fait bien pénétrés. Donc ça, c'est des données que nous avons calculées, que nous avons collectées dans l'État de l'Uttar Pradesh, un des États les plus peuplés de l'Inde, beaucoup plus grand que la France, par exemple, 2 fois plus grand que la France. En demandant aux parents d'élèves, est-ce que vous avez entendu parler des conseils d'école ? Tous les villages dans lesquels nous sommes allés avaient un conseil d'école, mais est-ce que les parents en ont entendu parler ? Et vous voyez que 92% des villageois, des parents d'élèves, ne savent pas qu'il y a un conseil d'école. Il n'y a que 7% des enfants qui en ont entendu parler, et dans ceux qui en ont entendu parler, il n'y a que 1% des gens qui peuvent, de fait, nommer le membre d'un de ces comités. Plus grave, à peu près 1/4 des membres de ces comités ne savent pas qu'ils sont membres de ce comité. Donc les comités sont restés un petit peu lettre morte. Donc, toujours en travaillant avec Pratham a décidé de redonner vie à cette institution, de la rendre de lui redonner ce qu'elle devait être, c'est-à-dire que les parents soient au courant, que les parents y prennent, que les enseignants soient au courant, etc. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lancé une grande campagne de mobilisation en passant plusieurs jours dans chaque village, commençant par une série de réunions dans chaque quartier, de petites réunions, culminant par une grande réunion où on discutait à la fois des performances des enfants, d'un plan d'action pour l'école, etc. Alors, ces programmes je vous ai parlé du programme Read India, c'était dans le même contexte, c'est-à-dire dans certains villages, ils se sont basés sur ce terreau pour trouver des volontaires pour le programme Read India. Mais le programme n'a pas... donc le programme a bien été utile pour mobiliser les parents quand il y avait une direction claire pour leur énergie. C'est-à-dire ça a permis de recruter des volontaires qui ont ensuite pu travailler avec les enseignants d'ailleurs dans le programme Read India. Mais sans autres pistes, le programme n'a pas eu d'effet, ni sur l'implication des parents dans les écoles dans le futur, ni sur les résultats. Donc, dans ce contexte-là, le simple fait d'avoir des comités d'éducation de village, même s'ils sont maintenant habités et connus par les parents, n'a eu aucun effet sur l'éducation. Donc c'était un petit peu décevant. Il y a d'autres contextes où les choses ont mieux marché, en particulier l'expérience que je vous ai montrée précédemment sur l'instituteur de village, dans un groupe dont je n'ai pas discuté quand je vous ai montré le schéma expérimental. C'est un groupe où on compare, dans certaines écoles, une ONG est venue pour expliquer au conseil d'école comment utiliser cette nouvelle ressource, cet enseignant. Et dans ces écoles-là, les résultats ont été meilleurs pour tout le monde, à la fois pour les enfants qui ont travaillé avec le nouvel enseignant et pour les enfants qui ont travaillé avec l'enseignant ancien. Donc, des résultats qui sont ici positifs. Il y a d'autres mesures qui sont un petit peu de ce type, comme des programmes qui s'appellent des programmes, souvent on appelle ça tableau de bord. Les programmes tableau de bord, où les enfants, les parents, un tableau de bord pour l'école est préparé chaque année, et il y a une réunion où le tableau de bord est discuté entre les parents et les enseignants. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement dans quel contexte ce type d'expérience marche, dans lequel il ne marche pas. Une autre mesure que
la Banque mondiale propose fréquemment, c'est la privatisation. Le financement public de l'éducation n'implique pas nécessairement le fait que les écoles soient publiques. Certains pays, comme le Chili par exemple, ont un financement public de l'éducation, mais ont un grand nombre d'écoles privées, et les enfants reçoivent des bons qu'ils peuvent apporter à l'école privée pour payer l'école privée. Donc, c'est une politique qui est souvent recommandée. En France, notre politique n'en est pas si éloignée que cela, puisque les écoles privées sous contrat ont un financement qui est une fonction du nombre d'élèves qu'ils ont. Donc, évidemment, en France, on a un système qui ressemble d'assez près à celui du Chili, où on a le choix entre l'école publique ou l'école privée, et jusqu'à un certain niveau, un financement est offert, un financement public est offert. Alors, quel est l'effet de cela? Alors, on a des études, mais qui sont des études qu'on appelle d'équilibre partiel. C'est-à-dire, souvent ces programmes sont souvent d'abord essayés sur des petites échelles, où le gouvernement met à la disposition des enfants un certain nombre de places, et parce qu'il y a plus de candidats que de places, met en œuvre une loterie pour attribuer les places. Donc après, on peut comparer les enfants qui ont bénéficié de ce bon. Ça, c'est pas pour des raisons d'évaluation que c'est fait, mais une fois que c'est fait, on peut comparer les enfants qui ont bénéficié de ce bon de ceux qui n'ont pas bénéficié. Alors on voit que les enfants qui bénéficient d'un bon pour s'inscrire dans une école privée ont de fait plus de chances de s'inscrire dans une école privée. Leurs résultats sont meilleurs, à la fois immédiatement et en fin de scolarité. On voit qu'ils ont plus de chances de finir le lycée. On a vu qu'en République dominicaine, il y a beaucoup d'enfants qui arrêtent l'école. C'est la même chose en Colombie. Au niveau du lycée, il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'école. Ici, donc, ils ont plus de chances de finir le lycée. Et s'ils finissent le lycée et qu'ils passent l'équivalent du bac, ils ont aussi des résultats meilleurs au bac. Mais le fait que les enfants qui reçoivent la loterie fassent mieux que les enfants qui ne gagnent pas la loterie ne nous dit pas grand-chose sur ce que serait l'effet d'un système de bons qui serait généralisé à l'ensemble d'un marché. La raison est que dans un cas de loterie, on garde tout le système tel qu'il est et on déplace un enfant d'un endroit à l'autre. Mais s'il y avait un système de loterie partout, ça aurait des effets sur l'offre publique. Peut-être que l'offre publique se détériorerait parce que tous les enfants qui ne sont pas capables d'aller dans l'école privée resteraient, ou peut-être qu'elle s'améliorerait parce que l'effet de compétition serait positif. Mais en tout cas, c'est potentiellement très inquiétant de passer de l'équilibre partiel à l'équilibre général. L'équilibre général, c'est ce qui se passe dans un marché dans son ensemble quand on change les règles de fonctionnement du marché. Et pour cela, pour le savoir, il faudrait comparer des marchés qui ont un système de bons généralisé à des marchés qui ne l'ont pas. Et pour l'instant, il n'y a pas d'expérience de ce type. Donc on n'a pas vraiment la réponse à cette question. Il y a une expérience en cours en Inde qui le fait au niveau du village. Quelque chose qu'il faut rajouter à cette question, cela dit, c'est que dans certains pays qui n'ont pas de système de bons, où les enfants sont laissés à eux-mêmes, s'ils veulent aller dans le secteur privé, c'est à eux de payer l'ensemble de ces frais. Dans certains pays, il y a une privatisation partielle qui existe déjà de facto. Par exemple, dans 5 des grands États de l'Inde, comme le Maharashtra, l'Uttar Pradesh, dans les régions urbaines, plus de la moitié des enfants sont inscrits dans le privé. Ça, c'est une réponse à l'état de l'école publique qui est considérée comme beaucoup de parents, même pauvres, comme étant insuffisant. C'est aussi une réponse à une grande offre privée complètement dérégulée et absolument pas encadrée. Donc, quand on réfléchit, c'est la même chose au Pakistan où un tiers des enfants sont déjà scolarisés dans le privé, et c'est vrai même pour des enfants très pauvres. Donc, dans des pays comme ça, où il y a plus d'enfants à l'école privée dans certains des grands États de l'Inde qu'au Chili. Donc, il y a plus d'enfants dans un système où il n'y a aucune subvention pour l'école privée en Inde qu'au Chili, où c'est censé être système de privatisation totale.
Donc dans un système de ce type, un système de bons ou un système de support, comme nous l'avons en France, de support indirect aux écoles privées, serait plus un programme de redistribution potentiellement vers les familles pauvres si ce programme était restreint aux familles, aux écoles avec des frais d'inscription faibles et potentiellement était rendu conditionnel à la ressource des enfants. Donc ce serait plus un programme de redistribution prenant acte du fait que l'école publique n'a pas les performances que les parents désirent, qu'un système pour changer les choix scolaires. Donc il faudrait plutôt y réfléchir dans ce contexte-là. Une deuxième chose, c'est que dans un contexte comme celui de l'Inde ou du Pakistan, où l'école est déjà largement privatisée, pas complètement, mais largement privatisée, il faut voir, il est important de distribuer, de donner aux parents les informations qui leur permettraient de faire les meilleurs choix scolaires pour leurs enfants. On l'a vu pour la santé, on l'a vu pour l'éducation et on le verra pour la santé la semaine prochaine. Le secteur privé est complètement dérégulé, contrairement à ce qui se passe dans un pays comme la France, où pour être sous contrat, il faut satisfaire un certain nombre de critères. Là, une école privée, vous pouvez, n'importe qui, lequel d'entre vous peut décider demain de commencer une école privée en Inde. Donc, il y a beaucoup de données qui montrent que les parents ont du mal à percevoir la qualité d'une école. La raison pour laquelle c'est difficile, c'est que la qualité d'une école est ce qui n'est pas reflété par ses tests moyens, puisque les tests moyens reflètent le public de l'école plutôt que ce que l'école apporte. Et donc il est très difficile pour qui que ce soit, et certainement pour des parents d'élèves, d'estimer à partir des données qui sont disponibles quelle est la qualité de l'école. Et donc pour eux, c'est très difficile de faire les choix qui conviennent, et on l'a vu, de faire potentiellement pression sur les écoles pour que la qualité soit améliorée. Dans ce contexte, dans un contexte largement privatisé comme celui-là, il est utile de fournir aux parents plus d'informations sur la réussite scolaire. Donc, ça a été fait au Pakistan, où dans des gros villages avec souvent une dizaine d'écoles par village, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils sont allés voir toutes les écoles, voir plein d'informations sur l'école, allant des frais d'inscription aux performances des élèves, à la taille des classes, etc., et ont donné ces informations aux parents. Et là, dans ce cas, l'information est utile, puisque les parents ont une action immédiate, c'est-à-dire qu'ils peuvent menacer à l'école d'envoyer les enfants plutôt dans l'école d'à côté, puisqu'il y a tout un choix, toute une offre compétitive d'éducation. Et de fait, rien que fournir cette information, d'une part, a permis de réduire les frais d'inscription des écoles privées, puisque les écoles privées sont entrées en compétition entre elles pour faire moins payer les enfants, et d'autre part, faire augmenter les résultats d'à peu près 10% d'un écart type. Et la manière dont ça s'est produit, c'est certains enfants ont changé d'école, mais surtout beaucoup de parents sont allés voir les écoles en leur disant « il faut que vous améliorez vos performances, sinon on peut aller dans l'école d'à côté ». Donc cela montre qu'il faut dépasser un petit peu la question qui est en général la question de politique, la manière dont elle est posée, faut-il privatiser l'école? Et plutôt se demander, étant donné le système tel qu'il est aujourd'hui, que puis-je faire pour accompagner au mieux les parents dans le système tel qu'il est aujourd'hui, qui a une offre très différenciée, très générale, et en particulier, ça montre la nécessité absolue de réguler un petit peu le secteur privé dans les pays en développement. Donc pour conclure, je crois que nous comprenons mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans ce qui fait réagir les parents, les enfants et les professeurs. Il me semble que les parents sont aujourd'hui prêts à envoyer leurs enfants à l'école. Je suis complètement en faveur de réduire les frais d'inscription, mais plutôt comme une politique de redistribution que comme une politique éducative. C'est-à-dire les parents de toute façon envoient leurs enfants à l'école. Pour conserver ce niveau d'enthousiasme, il me paraît essentiel d'améliorer la qualité de l'éducation pour que les parents ne soient pas
découragés. Ça, c'est pour les parents. Les enseignants ont besoin de programmes scolaires qui soient plus motivants. Les enseignants sont mis face à une mission qu'ils ne sont pas capables, qu'il n'est pas possible, qu'il n'est pas humainement possible de réaliser. On ne peut pas enseigner la physique nucléaire à des enfants qui n'ont pas encore complètement maîtrisé la lecture. Dans ce contexte, aujourd'hui, fournir des incitations à l'effort, simplement, comme on l'a vu, récompenser les enseignants pour venir est important. On voit bien qu'il faut trouver un moyen de le faire qui puisse se faire au niveau du système. Et cela, on a moins d'informations là-dessus. Changer les programmes scolaires est quelque chose qu'on peut faire dès aujourd'hui. Les enfants ont besoin d'avoir une motivation d'aller à l'école. On a vu qu'ils étaient absents souvent. Une partie de leurs absences sont expliquées par les maladies. Une petite partie par le fait qu'ils aident à la maison, mais une partie non négligeable par le fait que simplement ils ne viennent pas, ils sèchent les cours. Et quand on voit des enfants qui ne sont pas à l'école, qui jouent au cricket dans la rue et qu'on leur demande pourquoi ils ne sont pas à l'école, la réponse standard, c'est qu'ils s'y ennuient, ils ne comprennent rien. Donc il faut un programme scolaire qui correspond à leurs besoins, qui peut les encourager à bien faire. Et sans doute, je crois qu'on va y venir, plus de plaisir à l'école. L'école, une des autres caractéristiques de l'école dans beaucoup de pays, en particulier d'ex-colonies, c'est d'être encore des endroits un petit peu sévères, où il n'y a pas de cours de récréation, il n'y a pas de temps pour faire du sport, il n'y a pas de ballon, ce genre de programme. On n'en a pas encore évalué, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien me pencher, c'est rendre l'école un petit peu plus amusante pour augmenter la motivation des enfants. Donc je crois que nous avons des progrès là-dessus. Les parents, les enseignants, les enfants. Ce que nous comprenons beaucoup moins bien, c'est la manière d'organiser un système, tout un système, de manière à ce que tous ces ingrédients puissent être réunis. Et ça, c'est une question qui est plus une question d'économie politique qu'une question d'éducation à proprement parler. Mais je crois que c'est vraiment la question ouverte pour laquelle il faut que nous fassions le plus de progrès possible. Je vous remercie.